Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Vous écoutez Génération XX et je suis Siam Gibril, votre hôte. Dans chaque épisode de ce podcast, je rencontre une femme entrepreneur. On parle de son parcours, de sa personnalité et j'espère que cela vous donnera envie d'en savoir plus sur ce qu'elle a fait, mais aussi vous inspirera à mener à bien vos projets et à croire en vos idées. Juste avant de vous livrer l'épisode d'aujourd'hui, je voulais vous parler de développement personnel. On en a un peu parlé avec Axel Tessandier dans le dernier épisode du podcast. Le développement personnel, vous savez, c'est tous ces courants de pensée qui nous aident à mieux nous connaître, à nous sentir mieux. Alors ça nous paraît très américain, mais le sujet se développe de plus en plus en France, et moi je trouve ça très inspirant. Si ça vous intéresse aussi, je vous conseille vivement d'écouter le podcast « Change ma vie ». Il est animé par Clotilde Dussoulier, qui est auteure culinaire et créatrice du blog Chocolate and Zucchini. Clotilde, elle a vécu en Californie, et c'est là qu'elle a commencé à s'intéresser au développement personnel. Dans son podcast, elle partage les connaissances qu'elle a acquises, ainsi que des conseils et des outils pour l'esprit. Moi, par exemple, j'ai beaucoup aimé les épisodes 2, 13 et 14 sur les émotions, où Clotilde nous explique d'où elles viennent et comment les gérer. Vous verrez, chaque épisode dure une dizaine de minutes, c'est hyper clair, accessible et surtout très positif. Comme tous les podcasts, vous pouvez écouter Change ma vie sur iTunes, SoundCloud, Deezer, Audible et sur les applis Android. Pour plus d'infos, vous pouvez faire un tour sur son site changemavie.com. Voilà, vous écouterez et vous me direz ce que vous en avez pensé. Dans ce nouvel épisode, j'ai l'immense plaisir de recevoir Francine Lecas. Elle est professeure de médecine, première femme à être devenue chirurgien cardiaque en France. Elle a été chef de service et en 1996, elle a cofondé l'association Mécénat Chirurgie Cardiaque. Cet asso permet à des enfants du monde atteints de malformations cardiaques de se faire soigner en France. En effet, dans les pays défavorisés dont viennent ces enfants, les opérer serait impossible, faute de moyens techniques ou financiers. En France, les enfants sont pris en charge par des familles bénévoles et opérés grâce aux dons récoltés par l'association. Pour son travail, professeur Francine Lecas a été promue commandeur dans l'ordre de la Légion d'honneur et grand officier de l'ordre national du mérite. Dans cet épisode, elle nous raconte comment est née l'association, ce qu'il faut pour la faire vivre et ses défis pour l'avenir. Francine Lecas a une énergie et un optimisme contagieux et je suis très heureuse de vous livrer cette conversation qu'on a enregistrée cet été au siège de l'association. Après avoir enregistré l'épisode, je suis restée assister aux consultations d'enfants qui venaient soit de se faire opérer et qui étaient en pleine forme, soit qui allaient subir leur opération. C'était un moment très fort. Après avoir écouté cet épisode, allez sur le site de Mécénat Chirurgie Cardiaque. Vous pourrez en savoir plus sur comment devenir bénévole, faire un don ou être au courant des événements à venir organisés au profit de l'association. Allez, je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Francine Lecas. Bonjour. Merci beaucoup de me recevoir au siège de votre association. Vous avez enregistré il y a à peu près un an une émission sur France Inter, À voix nue. C'est divisé en 5 épisodes et vous racontez très bien la naissance de votre passion pour la chirurgie, la naissance de l'association Mécénat Chirurgie Cardiaque Enfants du Monde. Et votre dernière phrase dans le dernier épisode, je l'ai trouvée très jolie. Vous dites « Quand je me lève le matin, je vais embrasser le monde ». Et du coup, je voulais commencer par ça, vous demander si c'était d'avoir trouvé votre mission qui vous fait lever le matin. Je me suis toujours levée avec enthousiasme, avec difficulté parfois, parce que surtout quand on est jeune, on a beaucoup besoin de dormir, on a du mal à se lever. Mais une fois réveillée, je ne me rappelle pas d'un jour où je suis allée travailler en me disant « Oh là là, quelle barbe d'aller travailler ». Donc j'ai toujours eu la chance de me lever avec enthousiasme et avec envie effectivement d'avoir une journée de travail, une journée où j'allais faire ce que j'avais envie de faire, en l'occurrence soigner. Parce que bien sûr, la chirurgie cardiaque pédiatrique est une spécialité. Il faut faire d'abord des études de médecine, ensuite des études de chirurgien, puis de chirurgien cardiaque, puis de chirurgien cardiaque pédiatrique. Vous savez, on était une époque de grande spécialisation. Un orthopédiste, maintenant, il y a celui qui s'occupe de la main, celui qui s'occupe du pied, etc. etc. Ouais. Bon, c'est notre époque de perfectionnement. Mais au départ, c'est quoi ? C'est l'envie d'être médecin, c'est-à-dire l'envie de soigner. Il y a bien des façons de soigner. Donc moi, j'ai très vite opté pour la chirurgie, et ensuite très vite pour la chirurgie cardiaque, et ensuite très vite pour la chirurgie cardiaque pédiatrique, parce que j'avais au début de mon internat, j'ai eu des stages qui m'ont permis de voir cette chirurgie et de trouver qu'elle était vraiment formidable. Il y a
beaucoup d'articles aujourd'hui qui parlent de l'envie des jeunes, et d'ailleurs de moins jeunes aussi, d'avoir un impact, de trouver un sens à sa vie. On va parler un peu plus de l'association après, mais donc vous, en tant que médecin, l'impact, il est direct, vous le voyez, je veux dire, vous soignez des gens, oui. Ce qui est moins évident quand on a des métiers où on n'est pas en contact avec l'humain. Est-ce qu'à un moment, vous avez eu envie d'aller plus loin dans cet impact quand vous avez fondé l'association ? Oui, tout à fait. Oui, tout à fait, puisque l'association, nous l'avons fondée avec mon filleul Patrice Rouanette en 96, ça fait donc, on disait toujours 20 ans, mais maintenant c'est 21 ans. Oui. Pourquoi ? Parce que, comme vous le dites, aller plus loin et se dire, voilà, on a entre les mains un métier qui fonctionne bien, en ce sens qu'on opère des enfants qui vont mal, qui vont mourir, qui ont des malformations sévères, et on arrive à les guérir et à leur rendre une vie, pour la plupart, une vie normale ou très proche de la normale. Et à un moment, on se dit, mais il y a tellement d'enfants à travers le monde qui ont besoin de ça, on va aller un peu plus loin, c'est exactement ça. Et se dire, comment faire pour que des enfants qui vivent, qui naissent dans des pays où il n'y a pas de ressources et qui vont inéluctablement mourir, comment faire pour essayer de leur tendre la main ? Donc la technicité, les possibilités chirurgicales, les possibilités pratiques, on les a largement en France, qui est quand même un pays de cocagne, il faut bien le dire, et je parle au niveau médical, entre autres. Mais il faut un peu d'argent. Voilà, il faut un peu d'argent parce que les hôpitaux, ça coûte cher, parce que la chirurgie cardiaque est une spécialité dite très coûteuse, c'est comme ça, c'est sa dénomination. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'une journée à l'hôpital, c'est entre 2 et 3 000 euros. Vous voyez, c'est quand même des sommes considérables. Oui, j'avais lu pour une opération d'un enfant, c'est 10 à 12 000 euros, c'est ça ? Oui, en fait, c'est beaucoup plus que ça, mais bon, on ne va pas rentrer dans les détails. Mais de toute façon, on va dire les choses comme elles sont, c'est très cher. Nous, les Français, si on n'avait pas la sécurité sociale, je peux vous dire qu'il y a beaucoup de Français qui ne pourraient pas être opérés du cœur non plus. Donc, c'est une chirurgie auquel beaucoup de personnes à travers le monde ne peuvent absolument pas avoir accès si elles n'ont pas ou des assurances ou une sécurité sociale ou des gens qui payent pour eux. Et comme vous pouvez l'imaginer facilement, dans beaucoup de pays à travers le monde, singulièrement en Afrique, il n'y a pas tout ça. Il n'y a pas de structure, il n'y a pas de... Et les enfants meurent, tout simplement. Alors que, en les faisant venir, puisque on empiète déjà sur l'explication de mécénat, mais en les faisant venir 1 mois et demi, 2 mois au maximum, accueillis dans des familles d'accueil, on peut les opérer et les renvoyer chez eux en pleine forme. Donc c'est passionnant comme projet. Mais pour ça, il faut de l'argent. C'est toujours la même chose. Pourquoi ? Parce que l'association paye les hôpitaux, bien évidemment. Donc vous le disiez, l'association elle est née en 1996, quand vous avez un déclic je sais ce que j'ai lu en tout cas, d'un papa iranien qui vous envoie une lettre qui vous parle de son enfant malade. Il souhaiterait que vous le soigniez. Et oui, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup comme ça de demandes à travers le monde auxquelles nous ne pouvions pas répondre, encore une fois, faute de moyens. Et quand vous vous dites que du coup la solution c'est de monter cette association, donc de faire appel à des dons privés pour récolter cet argent, à des familles bénévoles pour accueillir les enfants, parce que vous les faites venir des pays dans lesquels, comme vous le disiez, on ne peut pas se faire soigner. Ces enfants, ils ont des malformations cardiaques, ils se font du coup prendre en charge par la famille, qui les accompagne à l'hôpital, etc. Tout ça, donc c'est tout un processus qu'il faut mettre en place. Quand vous avez l'idée, la tâche, elle vous paraît immense. Est-ce que vous dites quoi en fait ? Par où on commence ? Par où on commence ? Par le commencement. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que on fait venir un enfant, on essaye de récupérer d'abord un petit peu d'argent. Quand on a un petit peu d'argent, les familles d'accueil, on les trouve autour de soi, dans sa famille, dans ses amis. Tu veux pas être famille d'accueil ? On commence petit. Et puis, on fait venir le premier enfant. Ça se passe bien. Et puis, on fait venir le deuxième.
Et puis petit à petit, on se structure. Pourquoi ? Parce qu'au début, il y avait Pascal, qui est là à côté de moi depuis toujours, qui gérait toute la partie famille d'accueil, venue de l'enfant, organisation de l'enfant. Moi, je m'occupais évidemment de la partie médicale comme aujourd'hui. Et puis Patrice qui s'occupait de faire rentrer l'argent. C'était la toute petite équipe. Et puis on a eu 2 personnes avec nous au tout début. Et puis vous me direz, aujourd'hui on n'est pas une multitude non plus, puisqu'il y a entre 10 et 11 salariés dans l'association, mais par contre beaucoup de bénévoles. Donc vous dites comment on a commencé ? On a commencé vraiment petit, un malade, un second malade, un troisième malade, en fonction de l'argent qu'on avait. Et puis, ça a fait son chemin, progressivement. Est-ce qu'il y a des étapes qui vous ont marqué dans le développement de l'association ? Ou en tout cas, des événements qui ont fait que l'association a pu décoller comme c'est le cas aujourd'hui, parce que je crois que vous avez opéré plus de 2800, enfin pas vous 3000, personnellement, oui, dans l'association, bientôt 3000 enfants. Non, mais je vous l'ai dit, quand on voit les courbes tous les ans, on fait évidemment des bilans très sérieux, autant au niveau médical qu'au niveau financier, qu'à tous les points de vue. Et quand on regarde les courbes que nous faisons d'année en année, on voit bien que la progression, elle s'est faite doucement, elle a été progressive. Il n'y a pas tout d'un coup 300 malades opérés. Ça a été 10, 20 par an, 30 par an, 50, 100. Aujourd'hui, on est à plus de 200 par an. Mais on voit la courbe, elle monte progressivement. C'est véritablement une montée en puissance. Alors, votre question, elle est quand même intéressante, elle est bonne. En ce sens que c'est peut-être aujourd'hui où nous sommes, je ne dirais pas un tournant, il ne faut pas exagérer, mais on n'est pas une grande association, mais on n'est plus une toute petite association non plus. C'est un phénomène de croissance qui a été progressive et qui aujourd'hui nous fait nous interroger sur est-ce qu'il faut qu'on grandisse beaucoup ? C'est-à-dire qu'au lieu de grandir, c'est quoi pour moi ? C'est le nombre d'enfants qu'on opère. Oui. Hein, tout est là. C'est l'enfant qui est le centre du monde, en l'occurrence. Donc, est-ce que... Parce qu'il y a la qualité aussi. J'ai oublié de vous dire ce point capital, évidemment, c'est que ces enfants doivent être opérés par les meilleurs chirurgiens, dans les meilleures conditions. Et on doit leur donner l'assurance d'une qualité la plus parfaite possible. Je dis toujours qu'on soit né à Bamako ou à Kinshasa ou à Neuilly-sur-Seine, il y aura la même chirurgie, le même soin, la même attention. Donc, la qualité reste le maître mot. Ensuite, il y a la quantité, parce que vous comprenez bien que les besoins à travers le monde sont gigantesques. Pourquoi ils sont gigantesques ? Ça, vous avez dû le lire parce que je l'ai répété 650 fois, parce que les malformations congénitales du cœur, à travers le monde, c'est le même taux, le même pourcentage. On arrondit en disant c'est presque 1% naissance, c'est-à-dire c'est très exactement, selon les statistiques internationales, 8 pour 1000. Près de 1%. C'est énorme, si vous réfléchissez bien. Donc, la demande, évidemment, elle est considérable. Mais comme on veut garder la qualité, la petite équipe que nous représentons actuellement et qui travaille beaucoup, vous verriez ici, c'est une ruche en permanence. J'ai vu, oui, déjà tous les Vous l'avez déjà vu en faisant le tour. Si vraiment on veut plus, tout en conservant ce côté qui reste quand même très artisanal, je dirais. Mon assistante Pascal, elle est tous les jours au courant de l'état de santé des 50 enfants environ qui sont sur le territoire, que ce soit Paris ou en province. C'est-à-dire, au jour le jour, on sait comment va chaque enfant, même s'il est opéré à Marseille, à Nantes, à Bordeaux, etc. On est en contact en permanence avec les familles d'accueil. On est en contact en permanence avec les familles au pays, parce que les familles, elles ont besoin, évidemment, quelle angoisse de laisser partir leur enfant, donc elles ont besoin d'être entourées. Donc vous voyez, tout ça, c'est ce que j'appelle du travail de qualité, très personnalisé. Et il est certain que pour dépasser ce chiffre des 200 enfants que nous opérons actuellement, c'est tout qui va rentrer en compte. C'est déjà les locaux, vous voyez comment on est logé ?
on est serrés les uns contre les autres. Donc il faut d'autres locaux, donc il faut d'autres dépenses. Donc voilà. Mais je pense que dans toute organisation, puisque ce qui vous intéresse, c'est le problème de l'organisation, dans tous les domaines, que ce soit la médecine ou autre, il y a des phases de croissance et à chaque fois on se dit, est-ce que vraiment on va passer dans une phase supérieure? Parce qu'à ce moment-là, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses à modifier. Je dirais pas à modifier, mais il faut tout agrandir en même temps, à tous les niveaux. Il faut rentrer plus d'argent, il faut avoir des locaux plus grands, il faut ce que nous pourront avoir, si on passait par exemple à 300 malades, j'aurais la possibilité au niveau famille d'accueil, parce que la générosité est grande, grande, les gens sont très généreux, ça, j'ai découvert ça, c'est extraordinaire. Et au point de vue possibilité opératoire, il y aurait. Donc c'est-à-dire au niveau des hôpitaux et les chirurgiens. Oui, les hôpitaux on peut solliciter plus de places, il y aurait. Donc véritablement, le point sensible de l'affaire, c'est toute la structure de récolte d'argent. Parce que vous avez compris que c'est cher tout ça. Oui. Donc il faut de l'argent et récolter de l'argent. Mais c'est marrant parce que votre cause et l'association, c'est quand même... on dit que c'est évident de récolter de l'argent pour cette association. Mais c'est évident, mais oui, mais vous savez, c'est évident, mais c'est évident. C'est très naïf comme question. Non, c'est pas bête, mais c'est évident d'aider les sans logis. C'est évident de se dire, j'écoutais, on parlait des migrants ce matin à la radio, on se dit, mais c'est vrai, en dehors de tout problème politique ou autre, une fois qu'ils sont là, faut faire quelque chose pour eux. C'est évident d'aider, je sais pas, les petits polios, c'est évident d'aider. C'est-à-dire, toutes les causes, toutes les associations ont leur raison d'être et sont importantes. Les grosses associations, les Médecins du Monde, la Croix-Rouge, il y en a énormément, il y a énormément d'associations en France. Elles ont toutes leurs raisons d'être. Et vous recevez, j'imagine, dans votre boîte aux lettres, comme tout le monde, régulièrement, des tas de demandes. Aidez-le, aidez-nous, donnez-nous. Toutes les causes sont valables, toutes les causes sont importantes. Et les gens, je le répète, dans l'ensemble, sont, à mon avis, vraiment généreux. Mais ils ne peuvent pas non plus donner sans arrêt. Donc, il faut prendre notre place dans la collecte, dans la demande à la population, d'aider ceux qui ont besoin d'aide. Alors notre cause, bien sûr, moi je la trouve très belle. Pourquoi ? Elle s'adresse à des enfants, elle s'adresse à des enfants qui ont le cœur malade. Vous imaginez, on va leur réparer le cœur, on va leur rendre un cœur neuf. Avec un cœur neuf, c'est comme un moteur neuf. Ils vont pouvoir vivre... ensuite aller à l'école et vivre leur vie. Donc je considère que c'est presque aussi important que de manger. Mais manger, c'est peut-être très important aussi. Oui, même. Oui, la faim dans le monde, si vous sûr, réfléchissez. Il y a beaucoup de raisons de donner. Ce qui est sûr, c'est que il faut donner. Je crois que dans l'ensemble, les gens le comprennent, le savent. Ils donnent beaucoup, mais c'est pas un puits sans fond non plus. Donc il faut toucher les gens, leur expliquer, comme je le fais aujourd'hui à votre micro, leur expliquer que c'est vraiment une vie qu'on sauve, parce qu'on répare le cœur et ensuite la vie peut continuer et peut reprendre. Ce qui m'a marqué dans les interviews que j'ai vues de vous ou écoutées, c'est votre énergie. Du coup, je voulais vous demander d'où elle venait. Ça, je sais pas, chacun a son caractère. C'est quoi, du coup, votre moteur ? D'où vient votre si joli sourire ? Je sais pas, j'aime bien vous écouter. Bonne réponse. Non, c'est une question de caractère. Vous savez, déjà, je suis chirurgien. Pour être chirurgien, il faut quand même pas être trop ramolli. Vous avez toujours c'est un tempérament, oui, ouais. C'est ça, c'est un tempérament. Oui, chacun a sa place. C'est ça aussi que je trouve bien. Il y a des gens très doux, très paisibles. Moi, je suis un peu une agitée, mais qui eux aussi apportent aux autres. Je crois que ce qui est très très important, et ça je le découvre, je dirais presque tous les jours un peu plus, ce qui donne quand même une grande valeur à la vie, c'est ce qu'on peut faire pour aider les autres, quel que soit le domaine. Peu importe, on fait en fonction de
ses capacités, de son caractère, de son tempérament. Mais c'est important. C'est très important. Et on en parlait juste avant, donc on peut aider mécénat chirurgie cardiaque. Alors on peut aller sur le site internet et voir comment faire, mais c'est bien de le rappeler. Du coup, mécénat... les gens qui écoutent... Oui, c'est ça. Il faut aller sur le site mécénat-cardiaque.org, cardiaque.org. Et puis là, il y a un site très bien fait qui explique tout. On peut aider de 1000 façons. On peut aider en étant famille d'accueil. Je fais toujours un appel aux familles d'accueil parce qu'on en a plus de 300, mais il faut renouveler, il faut compléter. C'est une très belle expérience. Les familles d'accueil, c'est des gens... Moi, je les vois en consultation. Là, si vous voulez assister à une consultation, vous allez en voir 2. C'est des gens merveilleux qui, dans l'ensemble, c'est une grosse responsabilité, c'est beaucoup de travail, mais dans l'ensemble, ils sont très heureux de ce qu'ils ont fait. Et gardent contact ensuite après, j'imagine. Oui, bien sûr, bien sûr. Donc, qu'est-ce que j'étais en train de vous dire? Oui, c'est comment on pouvait aider donc en étant famille d'accueil. Voilà, comment on peut aider. Donc, on peut aider en étant famille d'accueil. On peut bien sûr aider en donnant de l'argent, parce que, vous l'avez compris, on a besoin d'argent. On a besoin d'argent. Chaque opération, il faut la payer. Voilà, bon. Et puis, ils peuvent aider en devenant bénévoles. On a aussi beaucoup de bénévoles, tous nos événements, nos manifestations, nos travaux ici. Oui, je crois que vous êtes sur le Tour de France en ce moment. Oui, en ce moment, oui. On aura une... tiens, je vais faire une annonce. Il y aura une très belle étape, un contre-la-montre à Marseille, avec une équipe mécénat depuis des années, depuis, je sais pas, 18 ans. On a eu la grande chance d'être accepté par ASO. ASO, c'est Amaury Sport Organisation. C'est la société qui organise le Tour de France. D'accord. Et nous avons été véritablement très chanceux de pouvoir être acceptés par ASO et de façon pérenne. Parce que ça aussi, c'est un problème. Quand on a des mécènes, des sponsors, des gens qui nous aident, ce qui est important, c'est de pouvoir pérenniser d'année en année. Et donc, on est tous les ans sur un contre-la-montre et on a une trentaine de, je ne sais plus le chiffre exact, de cyclistes amateurs qui sont souvent des gens connus, parce qu'évidemment, ça pour la communication, comme on dit aujourd'hui, c'est important la communication, mais avec toujours un état d'esprit très chaleureux, très amical, pas prétentieux, et qui vont donc, juste avant les coureurs officiels, qui vont faire l'étape du contre-la-montre. Voilà, bon, c'est une manifestation parmi beaucoup d'autres. On arrive sur la fin de l'entretien et je voulais vous poser 2 dernières questions. Oui. La première, savoir ce qui vous inspirait. Ça peut être je sais pas, peut-être une lecture que vous avez envie de partager, une musique, un lieu, une personne. À quel moment maintenant? Au début, quand ça? Parce que ce qui m'inspire, c'est tous les jours. Par exemple, je repense encore à ce matin. Bon, j'habite en dehors de Paris, donc je passe malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas, pas mal de temps en voiture. Parce qu'il faut venir, j'habite près de Versailles, il faut venir, les embouteillages, etc. Donc la voiture est un lieu... où j'écoute d'abord beaucoup les informations, la radio, la musique, où je donne beaucoup de coups de téléphone, mais j'ai le Bluetooth. Oui, je l'ai dit. Et où j'ai un peu le temps finalement de la réflexion, c'est-à-dire c'est du temps perdu et en même temps c'est un moment presque de tranquillité où je peux faire et réfléchir à beaucoup de choses. Alors, ce qui m'inspire... c'est extrêmement divers et varié. Ce qui m'inspirait, pour prendre l'exemple de ce matin, je suis tombée sur une organisation qui s'occupe des réfugiés, d'un problème considérable. Et j'entendais 2-3 personnes qui parlaient et qui expliquaient qu'elles étaient désolées parce que on savait pas où les mettre, ils n'avaient pas d'endroit où se laver, ils étaient paumés malgré tous les efforts qui sont faits. Et du coup, j'ai réfléchi à ce problème. Alors, il est très difficile, c'est un problème humain extraordinairement difficile.
y a des problèmes politiques, il y a des problèmes de vie au quotidien, il y a des problèmes de travail, il y a des problèmes... C'est considérable. Et quand je pense que les politiques doivent... Ils ont un lourd travail, les politiques. On les critique beaucoup, mais quel travail, quelle responsabilité. Ils ont à régler ce difficile problème vu d'en haut. Mais j'écoutais cette personne qui, elle, cherche pas à savoir si c'est bien, si c'est pas bien. Qu'est-ce qu'elle a en face d'elle ou de lui. Un homme qui n'a pas dormi, un homme qui est un peu désespéré, qui a quitté son pays, qui a faim, qui... Là, on ne peut pas dire qu'il a froid parce qu'en ce moment, il fait chaud, mais vous voyez ce que je veux dire ? Ouais. C'est-à-dire, quelqu'un qui a besoin immédiatement, en dehors de toute réflexion d'organisation ou de politique générale, qui a dans l'immédiat le besoin qu'on lui tende la main, finalement, qu'on lui tende la main. Je trouve que ça amène... Tout ça, ça amène beaucoup de réflexion et beaucoup d'envie de se dire et de dire autour de soi on a la chance, on vit bien dans l'ensemble. Je sais que pour certains c'est plus dur bien sûr, mais dans l'ensemble en France on vit bien. Il faut quand même beaucoup se pencher vers ceux qui n'ont rien. Alors chacun à son niveau, encore une fois. Cette femme, elle s'occupait de ce pauvre gars qui venait de je ne sais plus où. Nous, ici, on s'occupe d'un enfant cardiaque. Le troisième, il s'occupera d'autre chose. Peu importe, on a tous... C'est ça qui m'inspirait ce matin. En disant, si tout le monde, les 40 ou les 50 millions de Français, chacun à son échelle, à sa façon, se dit, aujourd'hui, je vais essayer de donner un petit coup de main à quelqu'un, en faisant un petit quelque chose. Ça, je crois que ça serait un projet extraordinaire. Voilà, c'était l'inspiration de ce matin. Puis demain, ça sera autre chose, après-demain, autre chose. Ça change tout ça. Mais c'est la parfaite transition vers la dernière question. Justement, vous le dites, il faudrait que tout le monde agisse à son échelle. Et vous qui l'avez fait au début une petite échelle, comme vous l'avez dit, puis maintenant à une grande échelle, est-ce que peut-être vous avez envie de partager un conseil ou quelque chose avec des gens qui auraient envie de monter une association, envie de monter un projet? Il faut y aller, c'est pas un conseil, il faut y aller si on a quelque chose. Il faut avoir la connaissance. Pourquoi moi j'ai fait ça? Parce que je connais la chirurgie cardiaque de l'enfant, c'est mon métier. Donc c'est mieux de faire dans les choses qu'on connaît. Hein. On les fait mieux. Et puis tout simplement avoir envie, mais on en revient à ma dernière phrase en disant qu'est-ce que je peux faire en fonction de ce que je suis, en fonction de ce que je sais, qu'est-ce que je peux faire pour tendre un peu la main à tous ces humains qui, pour beaucoup, en bavent quand même. Hein. Vous êtes optimiste? Ah oui, je suis très optimiste, mais vous aussi. Oui. Je vois le joli sourire et les yeux rieurs, vous êtes optimiste. Bien sûr. Merci beaucoup Francine Leca. C'était un plaisir. Merci. Merci infiniment à Francine Leca pour cette conversation, à Pascal Gray pour l'avoir rendue possible et aux membres de l'association que j'ai rencontrés pour leur accueil. Le site de Mécénat Chirurgie Cardiaque, c'est mécénat-cardiaque.org. Si vous n'avez pas de quoi noter, je partagerai avec vous toutes les infos sur les réseaux sociaux de Génération XX. Merci au podcasteur pour le matériel et merci à vous pour votre écoute et votre bienveillance. Le prochain épisode sortira le 18 octobre, ce qui vous laisse un peu de temps pour vous remettre à jour de tous les épisodes. Gardez la pêche et à très vite.